Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Traversée difficile, gros temps, en plein milieu de l'Atlantique. Nous sommes au début de l'année 1801 sur une caravelle qui bat pavillon français. Oh, tout le monde est sur le pont. On est en train de hisser la grand voile au moment où le vent tombe un peu. C'est assez spécial, c'est assez passionnant à voir, surtout quand vous n'êtes pas habitué à la grande navigation. Il y a sur le château, à l'arrière du navire, 2 femmes, une mère et sa fille de 14 ans, qui sont là, qui observent toutes les manœuvres. Oh, elles ont déjà eu l'occasion de voir hisser les voiles à plusieurs reprises depuis le départ de Bordeaux. Les 2 femmes qui ont les yeux levés vers ce mât ne sont pas très amarinées, pour tout vous le dire. La jeune fille s'appelle Marceline, elle a 14 ans. Imaginez-la avec des tresses blondes qui lui tombent sur les épaules. Elle protège de sa main ses beaux yeux bleus. Elle les protège du soleil et des embruns. Ce voyage, disons-le, c'est l'aboutissement de 2 ans de difficultés qu'elle a connues avec sa mère. On ne peut pas dire que ces 2 femmes fassent partie vraiment de la noblesse, mais elles vivaient à l'ombre de l'aristocratie quand la Révolution est venue tout bousculer. Le père, figurez-vous, peignait des armoiries sur les portes des carrosses. C'était un bien joli métier, mais évidemment, activité moins florissante en pleine Révolution. Et la mère, Catherine Desbordes, s'est souvenue qu'elle avait à la Guadeloupe des cousins. Oh, c'est pas des cousins très proches, mais bon, elle se disait que là-bas, dans les îles, la situation pouvait être un peu meilleure que ce qu'on vivait en France. Et puis, les cousins en question vivaient du commerce du sucre, commerce très florissant à l'époque. Bref, Catherine, qui n'en pouvait plus de toutes les difficultés apportées par la Révolution, a proposé à son mari de partir sans lui avec la petite Marceline. Après tout, on pourrait toujours la marier là-bas et puis on reviendrait peut-être avec de l'argent une fois les malheurs de la France terminés. Bon. Le père, Félix, a accepté. Seulement, il ne pouvait pas financer le voyage. Alors, il a fallu trouver des fonds. Et pendant 2 ans, la mère et la fille qui ont quitté la partie nord de la France, la mère et la fille se sont lancées dans toutes sortes d'aventures. Marceline s'est engagée dans une petite troupe de théâtre accompagnée par sa mère et elle a dévoilé là des dons de comédienne assez extraordinaires. Et puis, après 2 ans de tournée harassante, elles ont eu le petit pécule nécessaire pour s'offrir ce voyage jusqu'aux Antilles. Voilà donc comment, après 30 jours de mer, on se retrouve au milieu de l'Atlantique, sur ce petit navire français, en essayant d'éviter les navires anglais. On est en pleine guerre, je vous ai bien dit qu'on est en 1801. Marceline aime se rendre sur le pont en pleine nuit pour observer les étoiles, des étoiles qu'elle n'avait encore jamais vues briller au-dessus d'elle, des étoiles inconnues, 40 jours après le départ de Bordeaux. Voilà qu'on commence à voir se distinguer des terres à l'horizon. Et c'est la Guadeloupe. Avant de débarquer sur cette île française, le capitaine communique par signaux avec les habitants de l'île. Or, il tombe des nues, le commandant de ce petit vaisseau, en apprenant que l'île est en plein soulèvement. Oui, c'est le fameux soulèvement des esclaves. Pour les mentalités de l'époque, évidemment, c'est absolument impensable. Ce qui se passe, c'est même intolérable. Pour Catherine et Marceline, il est certain que la nouvelle est un peu amère, et d'autant plus que dans les jours suivants, toujours sur la caravelle, elles apprennent que le fameux cousin richissime, là qu'elles étaient venues voir, a fait partie des premiers qu'on a tué pendant le soulèvement. Ah non, c'est très dur. Catherine est tellement déçue qu'elle tombe malade. C'est Marceline qui prend soin d'elle. À bord, le médecin essaie d'identifier l'origine des souffrances de Catherine. La fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est très grave. C'est tellement grave que ça va emporter la mère en quelques jours. Et la fille, désormais, Marceline, est seule sur ce bateau. Enfin, seule. C'est une passagère isolée maintenant, avec la petite consolation de pouvoir quand même débarquer à la Guadeloupe quelques jours plus tard, quand l'ordre sera rétabli. Elle est si loin de chez elle, elle sait maintenant qu'elle ne pourra même pas compter sur le soutien de ses cousins. Franck Ferrand sur Radio Classique. La biographie de Marceline Desbordes Valmore, cette biographie a été écrite par Stefan Zweig.
Voici ce que nous raconte le grand biographe viennois des malheurs de la jeune fille en Guadeloupe. Je le cite. Marceline, qui n'a que 14 ans, se trouve toute seule à 1000 lieues de sa patrie, parmi des créatures et des étoiles étrangères, à la merci de la compassion ou du mauvais vouloir de personnes qu'elle ne connaît pas. Aucune horreur ne lui est épargnée. Un tremblement de terre ébranle la ville. Elle voit des colonnes de feu faire irruption au sein d'abruptes montagnes. Elle voit les maisons s'écrouler. Elle conjure à genoux le gouverneur de bien vouloir lui faciliter le retour dans son pays, mais ce n'est qu'après des semaines que son désir est exaucé, et cette fois, sans patrie, orpheline, elle prend place de nouveau sur un pitoyable navire marchand pour une traversée d'encore 40 jours et 40 nuits. L'enfant est le seul être féminin qu'il y ait sur le navire, et le capitaine, ivrogne et brutal, cherche à abuser de son abandon. Il la poursuit, et la gamine épouvantée est obligée de chercher une protection auprès des matelots qui, dans une sorte d'humain haut-le-cœur, la mettent à l'abri des importunités du drôle. Pour se venger, celui-ci réclame alors le paiement du voyage et, lors du débarquement au Havre, retient la petite malle de l'orpheline qui renferme tout ce qu'elle possède. Terrible retour en France pour Marceline Desbordes qui, sans le sou, vêtue chichement de noir, tente de rentrer à Douai pour retrouver son père, à qui il lui faut maintenant annoncer non seulement l'échec de l'entreprise antillaise, mais la propre mort de sa femme, donc de la mère de Marceline, qui va se servir de son histoire pour écrire une pièce de théâtre. Elle a bien fréquenté le théâtre, elle sait comment ça fonctionne maintenant. Les malheurs d'une jeune fille de 14 ans, laissée entièrement seule dans les Antilles, qui doit se débrouiller entourée de toutes les calamités historiques et géologiques déchaînées sur son pauvre sort. Elle est douée, Marceline. Elle va non seulement composer, écrire, mais jouer cette pièce pendant 2 ans, et en 1803, elle a 16 ans maintenant, elle parvient à regagner donc le foyer familial de Douai. Ces malheurs, qui se sont doublés maintenant d'un véritable don pour la comédie, vont forger le caractère de cette femme, vont forger son destin, un destin surprenant, une vie comme on en connaît peu. Vous écoutez Radio Classique. Alors les années passent, Marceline a compris que son père ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Elle joue toujours au théâtre de Douai, théâtre à l'italienne. Elle excelle sur scène. Elle est d'ailleurs appelée à Lille, puis à Rouen, où sa réputation commence à se faire une place sur les affiches. C'est à Paris qu'elle va finir par être appelée à jouer. Et ce sont des moments de joie pour elle, après tous ces drames, après toute cette difficulté. Et elle va prendre la plume pour confier ce qu'elle a vécu. L'écriture pour elle va être une sorte de thérapie, on connaît ça, hein, c'est le baume qu'elle place sur des plaies encore béantes. Elle écrit des pages et des pages sur son enfance, sur sa jeunesse. C'est de la prose dans un premier temps. Voici par exemple ce qu'elle écrit sur la fameuse aventure guadeloupéenne. C'était maintenant quelques années en arrière pour elle. D'un côté, l'eau sans horizon étendait sa surface immense, noire et luisante, sous la lune qui s'y multipliait dans chaque lame errante, dit-elle. Devant nous, le port que je quittais à reculons pour le regarder en face, et que je ne reconnaissais pas pour celui dans lequel j'étais entré par un temps d'orage, nous révélait son mouvement silencieux par le déplacement des lumières courant de vaisseaux en vaisseaux. Du milieu de ces choses dont j'emportais la teinte ineffaçable, je vis accourir au rivage. Mon Dieu, je l'ai rêvé longtemps, mais enfin, je crus voir ma mère me tendre ses bras ranimés. Je n'ai rien à me rappeler de plus triste. Qu'importe ce qui suivit et comment je revins accomplir mon sort dans cette France qui me manquait à chaque heure, à laquelle pourtant je ne manquais pas. Amour du berceau, sois béni, mystère doux et triste, comme tous les amours. C'est très fin, c'est très juste ce qu'écrit cette Marceline qui va rencontrer justement l'amour. À Paris, elle a 21 ans, elle rencontre un poète qui a quelques années de plus qu'elle et on ne connaîtra jamais le nom de ce poète. Elle essaie de résister à la très grande attirance qu'elle a pour lui. Elle se met à écrire des vers. « J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu. Ma vie en se formant fut promise à la tienne. Ton nom m'en avertit par un trouble imprévu. Ton âme s'y cachait pour éveiller la mienne. Je l'entendis un jour et je perdis la voix. Je l'écoutais longtemps, j'oubliais de répondre. Mon être avec le tien venait de se confondre. Je crus
qu'on m'appelait pour la première fois. C'est très frais, c'est très beau. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez elle, c'est qu'elle a quand même très peu fréquenté les bancs de l'école, hein. Bien sûr qu'elle sait lire et écrire, mais elle connaît peu la littérature. D'ailleurs, comme ça, elle subit peu d'influence, me direz-vous. En amour, ses résistances finissent par tomber. Elle vit donc une belle histoire avec cet amant qui restera mystérieux. En 1810 va naître un fils. Seulement le père refuse de le reconnaître et c'est le début d'une véritable scission. Elle est effondrée, Marceline, et dans les vers, elle va trouver une forme de consolation. Quoi, ce n'est plus pour l'attendre que je vois arriver ces jours longs et brûlants. Ce n'est plus son amour que je cherche à pas lents, ce n'est plus cette voix si puissante, si tendre, qui m'implore dans l'ombre ou que je crois entendre. Ce n'est plus rien. Où donc est tout ce que j'aimais? Que le monde est désert. N'y laissa-t-il personne? Le temps s'arrête et dort. Jamais l'heure ne sonne. Toujours vivre, toujours, on ne meurt donc jamais. Est-ce l'éternité qui pèse sur mon âme? Interminable nuit que tu couvres de flammes, comme l'oiseau du soir qu'on n'entend plus gémir auprès des feux éteints. Que ne puis-je dormir? Marceline est très abattue. Il brisa son image en déchirant mon cœur, dit-elle. Me rapporterait-il ma douce imprévoyance et le prisme charmant de l'inexpérience? L'amour en s'envolant ne me l'a pas rendu. Ce qu'on donne à l'amour est à jamais perdu. Voilà un vers appelé à faire florès. Elle essaiera de faire renaître cet amour, mais lui est parti, son amant mystérieux. Là. On ne le reverra plus. Les drames vont se multiplier jusqu'en 1816. Maintenant, son fils, qui a 6 ans, tombe très malade et il vient à mourir. Ce n'est qu'une succession de drames, cette vie. Et bien sûr, ça ne fait qu'assombrir la poésie de Marceline. Un jour, marchant dans Paris, elle voit s'approcher d'elle un petit enfant, elle est d'abord attendrie, et finalement elle lui demande de ne pas trop s'approcher parce que ce petit enfant, il lui rappelle trop son fils. « Et vous qui m'attristez, vous n'avez en partage sa beauté ni sa grâce où brillait la candeur, ô mon petit enfant, mais vous avez son âge, c'en est assez pour déchirer mon cœur. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous allez me dire, il n'y a jamais d'embellie dans cette existence. Si, quand même. Elle va d'ailleurs rencontrer enfin le grand amour de sa vie, qui s'appelle Prosper l'Enchantin, que tout le monde surnomme Valmore. C'est son nom de scène. Hein. À leur mariage, Marceline prend donc ce nom, Marceline Desbordes Valmore. L'année qui suit leur mariage, on est en 1819, la poétesse publie un recueil de poèmes qui va être imprimé à 1000 exemplaires, des poèmes qui plaisent par cette grande fraîcheur, par l'honnêteté et la sincérité qui transpire à chaque vers. Et ce sont des livres qui seront peu à peu réédités encore. Ce qui est omniprésent dans le recueil, c'est la peine d'un amour éteint, peine d'un enfant perdu. Parfois, une ombre légère projetée par le passé traverse son bonheur, nous dit Stefan Zweig. Monsieur Valmore, en secret, souffre beaucoup de sentir toujours combien l'autre est inoublié. Il avait espéré que l'image de celui qui l'avait torturé et dédaigné disparaîtrait dans le renouvellement de son bonheur, mais Marceline Desbordes Valmore est incapable de mensonge. Sa poésie, qui jaillit des événements vécus par elle dans sa jeunesse et devenue un songe, semble avoir des lois secrètes contre lesquelles elle-même ne peut rien. En pleine vie conjugale, elle publie ses douloureuses élégies à Olivier. Olivier, c'est l'amant d'autrefois, et c'est Valmore, lui qui a tout son amour actuel, qui doit surveiller l'impression des vers qui s'adressent à un autre, nous dit Zweig. Jamais tourment plus étrange n'a été réservé à un époux. Mais la poésie est plus forte que la volonté de Marceline. Ce n'est pas le bonheur qui inspire cette femme, c'est le tragique de sa vie. Seules les larmes lui délient la langue, et c'est pourquoi ces vers concernent uniquement celui qui a éveillé son âme au tourment de l'amour, et presque jamais celui qui fait son bonheur. Dans Valmore, elle aime l'homme, l'époux, et dans Olivier, elle aime l'amour lui-même. La source de la souffrance qui agite toujours son bonheur le plus profond, elle atteste, par sa sincérité infinie, que dans la vie d'une femme, il y a de la place pour un double amour, pour celui de la réalité et pour celui de l'idéal.
et que ce qui est inoublié, bien que depuis longtemps corporellement mort, reste toujours inaccessiblement caché. Elle atteste que les souvenirs du cœur ne meurent pas avec les événements qui les ont inspirés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a tellement de hauts et de bas, de péripéties dans cette vie de Marceline. On ne pourrait pas tout évoquer. Je remercie beaucoup Jean-Baptiste Galen d'avoir d'une certaine façon choisi ce qu'il y avait de plus saillant. Je ne pourrais pas évoquer donc toute cette vie, ni les 4 enfants qu'elle va avoir avec Valmore. Marceline en verra 3 partir avant elle. Vous imaginez ce drame permanent et cette poésie qui relate les tourments de cette femme abandonnée un temps et de cette mère constamment endeuillée. Le grand critique Sainte-Beuve, qui savait pourtant être dur avec ses contemporains, admirait Marceline Desbordes, qu'il a bien connue par ailleurs. Il définit sa poésie comme si passionnée, si tendre, si véritablement unique en notre temps, et il salue ce ton tellement sincère, comme il s'en trouve, dit-il, peut-être un par siècle. Elle mourra veuve à l'âge de 73 ans, Marceline, en 1859, et de très nombreux grands écrivains suivront son cercueil le jour de ses funérailles. Dans sa biographie extraordinaire, Stefan Zweig nous conseille un poème en particulier, 4 strophes écrites par la poétesse un soir où sa fille Ondine ne parvenait pas à trouver le sommeil. Marceline lui vante l'importance d'un bon oreiller. « Cher petit oreiller doux et chaud sous ma tête, plein de plumes choisies et blancs, et fait pour moi quand on a peur du vent des loups, de la tempête, cher petit oreiller, que je dors bien sur toi. Beaucoup, beaucoup d'enfants pauvres et nus, sans mère, sans maison, n'ont jamais d'oreiller pour dormir. Ils ont toujours sommeil, ô destinée amère, maman, douce maman. Cela me fait gémir. Et quand j'ai prié Dieu pour tous ces petits anges qui n'ont pas d'oreiller, moi j'embrasse le mien. Seul, dans mon doux nid qu'à tes pieds tu m'arranges, je te bénis ma mère, et je touche le tien. Je ne m'éveillerai qu'à la lueur première de l'aube, au rideau bleu, c'est si gai de la voir. Je vais dire tout bas ma plus tendre prière. Donne encore un baiser, douce maman. Bonsoir. Vous écoutez Radio Classique.